Bonjour, c'est Capucine et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Annie Berrer, ostéopathe et doula. Elle a plus de 1000 accouchements à son actif et je suis très heureuse de la recevoir aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue. Merci, Capucine. C'est un bonheur pour moi aussi. Et donc aujourd'hui, en tant que toutes les deux ostéopathes, on avait très envie de vous partager un petit peu des choses sur l'accouchement, sur la biomécanique. Et puis on parlera aussi un petit peu, tu nous parleras justement quel est l'impact de l'accouchement sur le bébé, puis sur la motricité future, parce que ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Je voulais peut-être déjà que tu commences par justement la biomécanique dans l'accouchement, parce que je trouve qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de préparation mentale, ce qui est très important, de débloquer ses croyances, mais il y a quand même une réalité biomécanique dans l'accouchement. Oui, absolument. Et ce qui est important, c'est que cette réalité-là va influencer tous les autres aspects. C'est-à-dire que si, par exemple, je manque de mobilité au niveau de mon bassin, ou si mon bébé est dans une posture qui est moins idéale, qui est moins favorable pour la naissance, ça va influencer, par exemple, mon niveau de douleur. Ça va faire que je vais avoir plus mal. Ça va faire un accouchement qui va être plus long. Je vais peut-être avoir des plateaux. Il y a plein d'aspects qui vont être influencés. Que donc, même si j'ai beaucoup travaillé mon mindset, même si j'ai beaucoup d'informations, ça va quand même demeurer une naissance qui va être plus difficile pour moi et plus difficile aussi pour le bébé. Donc, c'est vrai que au Québec, on dit un morceau de robot. Je ne sais pas si c'est une expression que vous utilisez. C'est un morceau de robot qui est important à ajouter parce que si je me prépare juste dans ma tête et que la biomécanique est pas bien alignée, ça risque d'être compliqué. Puis ça risque de donner un vécu de l'accouchement autant pour la mère que pour le bébé, un vécu qui va être beaucoup plus difficile sur le coup et aussi plus difficile à assimiler, à intégrer par la suite, évidemment. Si, tu vois, il y a des mamans qui nous regardent, elles se disent, ah ok, donc il faut que je sois un peu plus souple. Est-ce qu'il y a des choses à faire dès le début de la grossesse? À quel moment on s'y met? Oui. Est-ce qu'on En fait de fait, l'ostéopathie? oui, absolument. C'est sûr que l'ostéopathie fait partie de la démarche à avoir et assez tôt pendant la grossesse. Le problème, c'est que souvent, les mères vont consulter en ostéo, mais elles arrivent dans notre cabinet, par exemple, à 34, 35, 36 semaines. À ce moment-là, si le bébé est déjà installé dans une posture qui est moins favorable depuis un mois, 2 mois, bien, comme je dis souvent à mes clientes, je suis ostéopathe, je ne suis pas magicienne. Puis que donc, oui, il faut aller voir l'ostéopathe et il faut aller le voir, je dirais, au moins à partir de 20 semaines de grossesse pour s'assurer que tout est bien libre au niveau du bassin et ailleurs aussi pour que s'assurer que tout est bien aligné, pour que le bébé préserve sa posture idéale tout au long de la grossesse. Évidemment, de faire des exercices d'assouplissement, de mettre en place des stratégies pour favoriser une bonne posture au niveau du bébé, c'est hyper important aussi. Avant, on n'avait pas besoin de ça parce qu'il y a quelques décennies, on travaillait au champ, on lavait nos planchers à quatre pattes, on courait après nos autres enfants autour de la maison. Maintenant, on est nombreuses à passer beaucoup de temps en position assise, souvent en position penchée vers l'arrière. Et ça, c'est toutes des choses qui vont influencer la mobilité au niveau du bassin, qui vont influencer la position du bébé. Donc, il faut s'assurer de poser les bons gestes, de se d'être vigilante pendant toute la durée de notre quotidien pour favoriser la maintenance de ça. Tu peux pas dire, ah, je vais aller voir mon ostéopathe une fois par trimestre et tout sera réglé. Ça fonctionne pas comme ça. Il y a vraiment des exercices à faire par exemple, de maintenir beaucoup des postures avancées vers l'avant pendant le quotidien, de façon à ramener toujours le bébé dans sa posture. Et comme je dis toujours aux gens, ben, il y a aussi l'aspect, c'est beau de faire tout ça, c'est beau aussi de voir ton ostéo, mais il faut aussi s'assurer que cette mobilité-là soit permise pendant l'accouchement. Ça veut dire que si vous avez Capucine comme ostéopathe et que vous êtes hyper chanceuse, puis que vous arrivez à l'accouchement avec une mobilité au niveau du bassin qui est idéale et un bébé qui est parfaitement bien placé parce que vous avez tout bien pris soin de ça pendant la grossesse, mais que pendant l'accouchement, vous êtes en perte de mobilité parce que vous êtes toujours couché sur le dos, parce que c'est la consigne qu'on vous donne ou parce que vous n'êtes pas allé chercher des renseignements pour pouvoir être bien prête à voir qu'est-ce que vous pouviez faire pour être dans le mouvement et la mobilité, ça va aussi créer des problématiques, évidemment. Et donc oui, c'est vrai que
positionnement sur le dos, ça a tendance à bloquer le sacrum qui est essentiel pour pouvoir accoucher. Et c'est vrai qu'en France, on est encore beaucoup, beaucoup en position gynéco, même si ça change tranquillement. On ne voit pas. Mais c'est vrai que voilà, il faut vraiment, si on veut pouvoir bouger pendant l'accouchement en France, c'est pas là-bas qui vont vous conseiller, c'est à nous à prendre les choses en main puis dire non, ça sera comme ça. Voilà. Et, Exactement, exactement. Oui, puis être créatif, parce que si, par exemple, dans l'endroit où vous donnez naissance, par exemple, ils ne veulent pas que vous sortiez du lit, là, je te donne un exemple, et que comme personne, je me sens pas à l'aise de challenger ça, puis de dire, ben, je comprends, j'entends que votre proposition, c'est que je reste dans le lit, mais ça le fera pas, je vais sortir du lit. Imaginons que vous n'êtes pas confortable, il faut être créatif pour redonner de la mobilité. Il ne faut pas se dire dans notre tête, ah, je suis prise dans le lit, donc tant pis. Et il ne faut pas oublier que pour le bébé, la descente du bébé, l'expérience de se faire naître, c'est compliqué. Les bébés ont beaucoup de travail à faire de leur côté. Donc, il y a vraiment une communication entre le bassin, la biomécanique au niveau de la maman et la capacité du bébé de faire son chemin. Puis que c'est aussi un beau cadeau à offrir à son bébé de l'aider en restant mobile, puis en lui offrant l'expérience la plus douce, là, je vais mettre douce entre guillemets, la plus douce possible. et je pensais justement on a parlé un peu, voilà, l'idéal serait de pouvoir faire des exercices avant, faire de l'ostéopathie, mais imaginons qu'il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo, elle doit accoucher la semaine prochaine, elle dit, je suis toute raide, est-ce que c'est fichu pour moi? Ou est-ce que tu as des petites astuces? Oui, bien c'est sûr que si vous êtes rendu en fin de grossesse et que là, vous faites oups, il y a des choses que vous pouvez faire. Bon, premièrement, vous trouvez dans votre coin de pays, dans votre région, un ou une ostéopathe qui est spécialisée idéalement en obstétrique. On voit tous l'obstétrique dans nos formations, mais il y a certains ostéopathes qui voient très peu de femmes enceintes. Parce que si vous pouvez voir un ostéopathe qui a plus l'habitude, c'est sûr qu'à ce moment-là, ça peut être vraiment intéressant. L'autre chose, c'est de travailler la souplesse, l'ouverture au niveau du bassin. Par exemple, dans les positions accroupies, c'est la position la plus intéressante pour donner de l'amplitude au niveau du bassin. Quand on regarde au niveau de même de la place qui est offerte au bébé, c'est la position idéale. Mais bien entendu, il faut la pratiquer à l'avance parce qu'il y a certaines personnes qui sont confortables dans les accroupis. Il y en a d'autres pour lesquels c'est plus un défi et où il faut comme trouver des astuces pour s'approprier cette position-là, par exemple. Faire beaucoup de travail penché vers l'avant, c'est-à-dire beaucoup de posture penchée vers l'avant et idéalement aller sentir comment votre bébé est placé. Puis que donc ça, vous pouvez avoir plein d'indices, la façon dont les coups s'installent, de toucher à votre ventre pour essayer de sentir où est le dos, sont des choses qui peuvent vous donner des indices. Parce que si vous voyez que la posture de votre bébé est moins idéale, c'est quelque chose qu'on peut travailler aussi en ostéo, puis à travers des exercices spécifiques. Mais c'est vrai que, entre autres, les postures accroupies sont des postures qui sont très intéressantes. D'ailleurs, posture que tu prends facilement. Je t'ai vu tantôt dans une vidéo. J'ai été très Oui, impressionnée. oui. Alors, pour la petite histoire, moi, j'ai fait du sport à haut niveau pendant 10 ans, course à pied, course d'orientation. Donc, j'étais devenue très, très raide. Et donc, pour mon premier accouchement, bah, finalement, tu vois, j'étais raide. Et puis, justement, ça a été un peu compliqué. En plus, j'ai des adhérences parce que j'ai eu des opérations digestives. Donc, toi, j'ai cumulé des trucs. Donc, bébé mal passé, machin, bref. Donc là, je me suis posé la question de, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Et du coup, j'ai fait un très, très gros travail pour récupérer ma position accroupie parce qu'en fait, je ne la tenais pas du tout. Mais vraiment, j'étais une handicapée de l'accroupie. Et donc, et avant d'être enceinte de mon deuxième, j'ai fait vraiment tout un travail comme de rééducation de ma position accroupie. J'épluchais mes légumes accroupis, je faisais mon jardin accroupi, quoi, voilà, tout était accroupi pendant le temps qu'il a fallu, justement. Mais j'ai envie de dire, c'est rassurant pour celles qui sont raides. Ça se Oui, récupère bien, mais il faut le faire voilà, régulièrement. Et absolument. avant qu'on commence la vidéo, tu as parlé aussi de la position en suspension pour l'accouchement quand on est raide. Oui, absolument. Les suspensions, là, je comprends pas comment ça, que ça ne fait pas déjà partie de toutes les maternités à travers le Québec, à travers le monde, à travers la France, à travers l'univers, là. Parce que c'est quelque chose qui est très facile à mettre en place.
C'est quelque chose qui ne demande pas beaucoup de coûts parce que c'est clair que les sous, c'est souvent un frein à ce qu'on demande, par exemple, en maternité. Dans ce cas-ci, c'est très facile à mettre en place. Puis, les suspensions vont permettre, par exemple, à quelqu'un comme moi qui a de la difficulté à se mettre en accroupi puis qui est clairement moins sportif que toi, va permettre d'aller chercher la position accroupie beaucoup plus facilement parce qu'on a un soutien vers le haut. Donc, ça nous permet de reculer les fesses de façon à pouvoir être capable de se mettre en accroupi. En plus, l'autre avantage, c'est qu'on voit au niveau des études que les femmes qui vont donner naissance en accroupi sans suspension vont souvent avoir un périnée qui va être un petit peu plus lésé parce que ça fait beaucoup de pression sur le périnée. Il faut voir là, que tous les organes, le foie, l'intestin, les intestins, l'estomac vont faire pression sur le périnée. Et depuis qu'on est tout petite, le périnée, lui, il a un objectif, c'est de tout maintenir dans le petit bassin le mieux possible. Que plus on va lui mettre de la pression, plus évidemment, il va être en résistance parce que lui, il veut bien faire son travail. Que donc, les suspensions vont aussi permettre de donner la mobilité au niveau du bassin, vont permettre d'enlever la pression au niveau du périnée. Donc, on va avoir un périnée qui va être moins résistant, qui va offrir moins de résistance à la descente du bébé. C'est super intéressant. Puis, les positions accroupies, que ce soit avec ou sans suspension, il faut bien voir dans notre tête que ce sont des positions dans lesquelles il n'y a aucun appui au niveau du bassin. C'est extraordinaire parce que le bébé peut aller prendre l'espace où il a besoin de prendre l'espace. Et ça, souvent, les gens ont l'impression, les gens souvent me disent, ben moi, si mon bébé n'est pas bien placé, le médecin va me le dire. Mais je fais non, c'est pas comme ça que ça se passe, là. Il y a personne à un accouchement, même avec beaucoup d'expérience, qui sait exactement où le bébé est, exactement comment est sa tête et exactement dans quel espace du bassin il a besoin d'un maximum d'espace présentement. Donc, plus on utilise des postures, des choses des astuces qui vont donner beaucoup de liberté au niveau du bassin, avec le moins d'appui possible, plus ça donne au bébé l'autonomie de prendre la place où il en a besoin à ce moment précis-là. Donc, la position accroupie, c'est vraiment une magnifique position. Il y a la position quatre pattes aussi, qui est très intéressante pour des raisons qui sont un peu similaires, mais c'est vraiment une super de position. C'est une très, très bonne idée de l'expérimenter, de vous rendre familière le plus possible avec cette position-là et de voir de quoi vous avez besoin pour que cette position-là devienne confortable pour vous. Parce que c'est clair que si vous donnez naissance dans 3 semaines, vous ne pourrez pas faire le processus que Capucine a fait là, à travers plusieurs semaines. Oui, et puis c'est clair que je trouve que nous, Européennes, on est devenus trop raides presque pour accoucher accroupies en fait, et qu'il nous faut soit de la suspension, soit... Et je trouve super ton approche là, de la suspension, parce on voit bien que hop, dès qu'on va venir soulever tout le haut, ben, ça va réduire la pression qu'on va mettre en bas. Et j'aimerais bien que tu nous parles, parce qu'on est toutes les deux des grandes passionnées de la physiologie et de l'accouchement sans péridurale, mais la réalité fait qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de femmes qui accouchent avec des péridurales. Et j'ai l'impression que c'est un peu, dès qu'elles ont la péridurale, il n'y a plus de mouvement qui se met. Mais je suis sûre que tu as plein de choses à nous dire là-dessus. Oui, absolument. Et c'est vraiment un problème parce qu'il faut savoir que le bébé, lorsqu'il descend dans le bassin, il est guidé par les structures, hein. Si vous avez vu dans votre préparation prénatale comment le bébé s'organise, comment il fléchit la tête, comment il fait ses rotations, ça ne se fait pas par hasard. C'est vraiment les structures du bassin qui vont guider le bébé. Donc, à la suite d'une péridurale, c'est compliqué parce que les structures autour de lui ne sont plus aussi guidantes qu'elles devraient l'être. Et souvent, effectivement, la maman est souvent confinée au lit. Donc, il y a heureusement quand même des péridurales qui sont déambulatoires, qui sont disponibles dans certains milieux. Un peu plus chez vous qu'ici. Ici, ça commence tout juste, là, alors que chez vous, ça fait déjà quelques années que c'est disponible à quelques endroits, non? Oui, oui, nous, ils en ont une, mais ils n'aiment pas trop l'utiliser ça, parce que ça OK. marche très bien. Et puis, tu vois, donc, je OK. mets des petits guillemets. Donc, j'ai quelques patientes qui ont pu en profiter, mais bon, c'était pas systématique, il faut le demander, ça doit être rangé au fond d'un placard quelque part, tu vois. OK, parfait. Bon, ben c'est bon à savoir. Je pensais que c'était plus courant chez vous que chez nous. Chez nous, c'est très peu courant. Donc, effectivement, lorsqu'on choisit d'avoir une péridurale, soit parce que c'était notre choix, on a fait un choix éclairé à l'avance en disant, voici, je veux une péridurale, c'est mon choix,
ou soit parce que les choses ont été compliquées. Moi, dans ma préparation à l'accouchement, on travaille beaucoup ça, l'ouverture. Les femmes veulent avoir des accouchements physio et je comprends absolument. J'ai eu des accouchements physio. J'ai adoré, que je le souhaite à tout le monde qui a envie de le vivre. Mais parfois, malheureusement, c'est moins facile parce qu'on est en situation où il y a des aspects qui sont plus compliqués et à ce moment-là, la péridurale peut être un bon outil. Donc, moi, je ne fais pas partie de la secte des accouchements naturels, mais c'est vrai qu'au niveau même de la sécurité pour la mère et le bébé, lorsque tout se passe bien, on a tout à fait intérêt à avoir des accouchements physio pour toutes sortes de raisons. Donc, Capucine et moi, on pourrait vous parler pendant des jours, tellement il y en a, là, que c'est pas, il y en a vraiment beaucoup. Puis que donc, si jamais vous avez une péridurale et que vous êtes confiné dans le lit, ce qui est la majorité du temps le cas, il faut continuer à garder de la mobilité quand même. Parfois, les gens prennent une péridurale parce qu'ils sont très fatigués, parce que ça a été compliqué avant. Mais là, à ce moment-là, on fait une sieste, on se mobilise, on fait une petite sieste, on se mobilise. C'est important. Il y a plein de positions qu'on peut prendre quand même dans un lit. Et de nos jours, les péridurales nous le permettent. Moi, quand j'ai commencé à faire de l'accompagnement, là, il y a presque 30 ans maintenant, les femmes étaient tellement gelées à la suite d'une péridurale qu'elles ne pouvaient pas bouger un orteil, là. Il fallait que son conjoint ou sa conjointe et moi, on la prenne avec une laise et qu'on la déplace pour la tourner. C'était impossible pour elle de nous aider. Maintenant, il y a eu quand même beaucoup de progrès à ce niveau-là. On est obligé de dire quand même que les choses évoluent, que les femmes gardent une certaine mobilité qui peuvent leur permettre, dans certains cas, même de se mettre accroupie dans le lit, de se mettre à quatre pattes, de prendre une position couchée sur le côté. Donc, la mobilité doit rester au rendez-vous. Parce qu'oublions pas que si moi, j'ai une péridurale, je suis soulagée, mais il y a quelqu'un qui est encore dans le bateau, là. Donc oui, du coup, ça serait quoi? On se met un coup sur le côté, un coup sur l'autre, on essaye à quatre pattes si on a assez de mobilité et de motricité pour Exactement, transférer, puis exactement. on continue, on tourne, quoi. Exactement, on tourne. C'est possible, par exemple, de faire un peu de suspension dans le lit. Effectivement, même la position accroupie, moi, j'ai déjà assisté à des accouchements où les femmes étaient sous péridurale, puis que c'était tout à fait possible qu'elles soient en accroupie avec de l'aide, puis évidemment, tout ça en sécurité avec des gens des deux côtés d'elles pour s'assurer que tout se passe bien. Mais souvent, c'est possible, évidemment, en fonction de comment ça se passe. Qu'on roule, on roule. Puis si vous êtes trop fatigué, ben vous, dans le fond, vous prenez un moment de repos. Après, on change de position. Parce que quand j'entends des clientes en postnatal qui arrivent et qui me disent « Ah, j'ai vraiment eu un accouchement compliqué, j'ai pris une péridurale, je me suis mise sur le dos et oh mon Dieu, j'ai poussé pendant 5 heures. » Je fais comme « Ben oui, qu'il faut continuer à utiliser la mobilité le plus possible. » C'est sûr que c'est plus intéressant d'utiliser une mobilité qui est encore plus complète en sortant du lit. Mais le lit ne doit pas être une entrave à la mobilité. C'est très, très important. Et pour ça, il faut se renseigner. Parce que si vous ne savez pas, Capucine a tout à fait raison, que vous soyez en Europe, que vous soyez au Québec, c'est rarissime que quelqu'un qui va arriver à côté de vous en disant « Ah, vous avez une péridurale, madame, maintenant je vais vous montrer comment garder de la mobilité au niveau de votre bassin, je vais vous montrer comment accompagner votre bébé. » Ça se peut que vous tombiez sur ce genre d'équipe-là, mais c'est rare. Donc, il faut que vous ayez ces outils-là à l'avance pour être capable de vous adapter en fonction de comment ça se passe. Merci. Je pense que c'est des conseils précieux pour les femmes qui sont enceintes et qui, voilà, qui veulent, qui ont compris l'importance de bouger, voilà, concrètement, comment on peut faire dans la salle d'accouchement carrément. Et du coup, le dernier sujet que je voulais aborder toutes les deux, c'est finalement le type d'accouchement et la position du bébé. Comment toi, dans ta pratique, tu vois que ça impacte les bébés derrière? Écoute, il y a un impact qui est visible et il y a un impact qui est invisible parce que l'impact de ma naissance va avoir un impact qui est invisible. Là, je vais mettre invisible entre guillemets parce que ce n'est pas tant invisible que ça, c'est-à-dire que ça va créer chez la personne des patterns, ça va créer des bases, hein. L'expérience de la naissance, pour la majorité d'entre nous, c'est l'expérience la plus difficile qu'on va avoir vécue de notre vie et c'est souvent la plus importante de toute notre existence. Bon, il y a des moins chanceux qui vont avoir des chocs qui vont être encore plus importants pendant leur vie, mais pour la majorité d'entre nous, c'est le premier ancrage
qui est difficile. Donc, il y a tout un aspect aussi qui est caché de comment le bébé va vivre sa naissance et comment ça va impacter sa façon dans l'avenir, même quand il va avoir 70 ans, de voir sa vie, de gérer les difficultés, de gérer les choses qui se passent autour de lui, puisque c'est son premier apprentissage de grandes difficultés dans sa vie. Donc, on va déjà mettre ça de côté parce que c'est là, mais c'est quelque chose qui est un peu plus difficile à évaluer. On travaille beaucoup ça dans ce qu'on appelle le revécu émotionnel de la naissance, où on va aller travailler avec le bébé pour qu'il puisse exprimer déjà ce qui s'est passé pour lui et qu'on puisse après le remettre dans son pouvoir. Parce que de faire exprimer à quelqu'un sa difficulté à naître sans après faire de réparation, ça donne pas grand-chose. C'est juste remettre la personne dans sa difficulté puis dire hey, te rappelles-tu comment ça a été vraiment difficile? Donc, il y a tout cet aspect-là déjà. Et sinon, il y a tout l'aspect de quand le bébé est dans le ventre de sa maman, il prend une posture et il va développer son corps en fonction de cette posture-là. Ça veut dire que si le bébé est le plus symétrique possible, toutes ses chaînes musculaires, tout son développement va se faire de façon symétrique. Et là, je dis le plus possible parce que pour la majorité d'entre nous, il y a souvent un petit aspect d'asymétrie chez les bébés qui va être en toute fin de grossesse. Mais ça, c'est pas grave. Si ton bébé il prend une petite asymétrie de compensation rendue à 36 semaines, c'est pas quelque chose qui va avoir une grosse incidence sur l'après. Mais si ton bébé, par exemple, est en extension et en asymétrie pendant des semaines et des mois, ça va donner un accouchement qui va être beaucoup plus difficile parce que ton bébé, à l'intérieur de ton bassin, va prendre beaucoup plus de place que s'il était placé autrement. C'est aussi simple que ça, là. C'est pas plus compliqué que ça. En plus, ton bébé, il va s'être développé dans cette asymétrie-là. Que quand il va sortir de ton ventre, il va encore prendre cette posture-là préférentielle et ça va être très compliqué. Ça va demander beaucoup d'efforts de rétablir ces asymétries-là. Ça se fait, mais il va falloir aller voir l'ostéopathe et il va falloir faire des exercices à la maison. Parce que là, je reviens à non, nous n'avons pas de baguette magique. On a besoin, les parents, on a besoin que vous travailliez en accord avec nous, en équipe avec nous. Et ça fait toute la différence vraiment du monde parce que ça va impacter tout le développement au niveau de la motricité libre, au niveau du développement psychomoteur du bébé. Puis on sait que dans la première année de vie, votre bébé va développer son cerveau comme jamais dans sa vie après. Que c'est hyper important de lui donner un départ qui va être le plus optimal possible parce que ça va impacter toute sa capacité à regarder, à observer son univers. Écoute, j'ai une anecdote extraordinaire par rapport à ça. Il y a quelques semaines seulement, j'ai une cliente qui arrive dans mon bureau puis on parle ensemble de la motricité libre, de l'importance de ça. Et elle me dit, écoute, Annie, c'est drôle que tu me dises ça parce que moi, mon conjoint, il a une capacité spatio-temporelle qui est largement supérieure aux gens en général. Et il a une capacité au niveau de la vision 3D qui est complètement folle, mais vraiment largement supérieure. Et il a déjà été évalué par une neuropsychologue. Et la neuropsy lui a dit, écoute, je pense que toutes ces capacités-là que tu as sont là parce que tu as dû faire du quatre pattes beaucoup plus longtemps parce qu'il était né avec des pieds beaux et que ça a été très long avant qu'il puisse se mettre debout pour pouvoir marcher. Donc, il a fait du quatre pattes jusqu'à, je me souviens plus ce qu'elle m'a donné comme information, mais je pense que c'était genre jusqu'à 18 ou 19 mois. Là. Il en a fait vraiment très, très longtemps. Ouais. Et ça lui a donné, donc, il faut pas minimiser l'impact. Il y a un impact qui est affectif, il y a un impact au niveau de comment je vois la vie, après, comment je réagis lorsque je rencontre des difficultés. Puis il y a aussi un impact vraiment physiologique dans le corps des bébés qui va faire toute la différence au niveau de la suite, là, vraiment. Puis, ben, vas-y. Ce que je peux rajouter, j'avais discuté avec le professeur Xorny, il opère les craniosténoses, spécialiste. Oui. Voilà, quand il y a des sutures du crâne qui se soudent, ben, on est obligé d'ouvrir, écarter pour que ça grandisse. Et donc, on a discuté justement des déformations in utero. Et donc, lui, il m'a confirmé qu'en fait, on a des déformations osseuses qui apparaissent déjà in utero.
parce qu'il y a une mauvaise position ou quelque chose. Et un exemple flagrant que j'avais eu, c'est une maman qui avait un hémi-utérus, donc elle avait qu'un demi-utérus dans lequel s'est développé son bébé, donc il n'y avait pas beaucoup de place. Et donc la petite, elle avait une déformation sur le visage, alors que d'habitude on a des déformations plutôt arrière, plagiocéphalie. Et là, on voyait bien qu'en fait, elle s'est déformée, voilà, soit sur l'ilium de sa maman, soit sur quelque chose, mais voilà, la déformation était pas comme on l'attendait en fait. Donc on voit que voilà, déjà l'impact, même sur la structure osseuse, en fait, on va déjà avoir un impact. Oui, absolument. Puis il faut arrêter de penser souvent, même pour les plagiocéphalies, les têtes plates, souvent les parents vous faites dire ah, c'est pas grave, ça va se rétablir tout seul. Non, non, ça ne se rétablira pas tout seul. Non, il faut être proactif. Si jamais vous avez un bébé qui est dans une situation semblable, ça fait partie de la vie, c'est un défi, mais il faut prendre ça puis faire comme, OK, maintenant, quelles sont les solutions? Parce que ça arrive. Des mamans qui ont des utérus bicornes ou par exemple des mamans qui ont un utérus qui est standard, mais où il n'y a pas beaucoup de liquide amniotique, par exemple, où le bébé, où il y a des tensions au niveau de l'utérus et que le bébé va être plus attiré d'un côté et effectivement, il va avoir des points d'appui. Idéalement, ce qu'il ne faudrait pas. Il faudrait que le bébé soit en position le plus symétrique possible, avec plein de liquide amniotique partout autour de lui, pour que sa croissance soit faite de façon uniforme, sans pression. Écoute, Capucine, mon Dieu, combien d'heures aimerais-tu qu'on fasse comme ça? Des dizaines. Des dizaines. On en fera d'autres, c'est promis. Mais je pense qu'on a déjà fait un joli tour de la grossesse puis de l'accouchement, finalement, comment ça répercute un petit peu derrière. Et puis, Annie, tu as des préparations en ligne sur l'accouchement. Est-ce que tu veux en parler 2 minutes de tes Oui, préparations? bien sûr. Oui, bien sûr. Déjà, j'ai un podcast qui est accessible sur toutes les plateformes. Si Capucine, tu es d'accord, tu pourras mettre le lien tout en bas. Si vous venez sur opaleo.com, j'ai effectivement des préparations à l'accouchement qui sont de différentes sortes. C'est-à-dire que j'ai une préparation virtuelle, j'ai aussi des rencontres de groupe en direct dans lesquelles on peut discuter ensemble. Puis les préparations à l'accouchement, dans le fond, sont dans une vision globale. C'est-à-dire qu'on travaille effectivement notre mindset, mais on travaille aussi justement pour avoir un bébé qui est positionné le mieux possible. Puis on travaille aussi l'ouverture, parce que plus vous allez être en ouverture, plus vous avez de chances d'avoir un accouchement qui va être physiologique. Souvent, les gens ils disent « Ah, je ne veux pas entendre parler de péridurale parce que moi, je veux un accouchement physio. » Bien, parlons-en. Parlons-en de la péridurale, libérons ses peurs, libérons voir dans quel scénario ça serait une bonne chose pour toi d'avoir une péridurale pour que ça soit déjà réglé lorsqu'on arrive lors de l'accouchement. Donc, mes préparations virtuelles sont disponibles. Vous pouvez venir me voir puis venir me jaser, ça va me faire plaisir. Ok, ben, je mettrai tous les liens en dessous. Merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir, Capucine. Merci beaucoup pour toi. Merci beaucoup à toi pour l'invitation.